C'est que pour voyager pendant une semaine à 250 €, etc., le pays ne gagne rien. Il perd beaucoup parce qu'il laisse un tas de détritus, voilà. Ça détruit peut-être la faune, la flore, les espaces culturels, le patrimoine. Et ça, c'est dangereux. Mais bon, il faudrait voir comment, justement sur la base de ceux qui sont dans le surtourisme, nous, on essaye l'Algérie ou le pays essaye de faire autre chose avec vous, avec ceux qui travaillent là-dessus, avec les jeunes, etc. Bien, maintenant, je passe la parole au débat, aux ceux qui veulent débattre. Et je ne vois pas les étudiants. Alors, les talibettes, voilà. Alors, il y a une main là-bas. Bonjour tout le monde. Donc c'est Madame Bouazi Cheradi Samia, donc du département d'architecture, donc de l'université Tizi Ouzou. J'aurais deux questions. Donc l'une adressée à Madame Smadi et la deuxième donc à l'entreprise Belux. Avant d'aller aux questions, j'aurais aussi une remarque donc que j'adresserai à Madame Smadi. Dans votre intervention, vous parlez de destinations durables. Je pense que ce ne sont pas les destinations qui sont durables, mais plutôt la manière avec laquelle on essaye de développer le tourisme dans ces régions. Parce qu'une destination, on va dire qu'elle soit naturelle ou bien, on va dire, urbaine, on ne peut pas parler de destination durable. Bon, là, parfait, ça reste mon avis. Pour la question, pouvez-vous revenir plus en détail sur les spécificités des zones de montagne qu'il faudrait gérer de manière durable pour éviter leur épuisement? Parce que bon, c'est un peu une frustration que j'ai, je ne vous cache pas, au niveau de ce colloque, c'est-à-dire, on parle de mer, de montagne et de Tizi Ouzou, mais jusqu'à présent, on ne retrouve pas trop Tizi Ouzou dans les interventions, c'est-à-dire, ça développe un peu dans tous les sens, mais il n'y a pas quelque chose qui est spécifique à la région. Je pensais qu'on allait retrouver ça dans les interventions. Bon, mis à part le dernier monsieur, bon, je m'excuse, je n'ai pas retenu le nom, où on va dire on retrouve l'université et l'apport que peut avoir l'université pour développer l'entrepreneuriat. Une dernière question donc pour l'entreprise Belux. J'imagine que vous faites des études de marché. Bon, si une entreprise existe depuis 50 ans, j'imagine qu'il y a, on va dire, la firme étude de marché qui doit être développée. Donc pour les zones de montagne, est-ce que vous avez un type d'éclairage, un produit spécifique qui pourrait correspondre donc aux zones de montagne comme on retrouve à Tizi Ouzou? Et merci. Merci Madame pour vos questions. D'abord je reviendrai sur la remarque. La durabilité d'une destination touristique. Normalement, vers ma conclusion, peut-être ce n'était pas clair dans l'exposé, mais vers la conclusion, quand j'ai donné les exemples de Venise et de Barcelone, c'est pour dire atteindre un niveau de tourisme avec un nombre de touristes, avec des durées importantes de séjour, avec des retombées économiques importantes, des chiffres d'affaires réalisés, des chiffres vraiment en centaines de millions de dollars pour des destinations, les top destinations au niveau mondial. Point d'interrogation, est-ce que c'est durable ou pas? Est-ce qu'on peut dire qu'on a atteint ce niveau et on peut le garder définitivement ou à une longue durée? Moi, je vous dirais non. Pourquoi? Parce que l'évolution des technologies de l'information et de la communication, l'évolution du contexte mondial, par exemple,
l'actualité, le contexte géopolitique mondial, les guerres ont remis en cause, ont détruit des destinations touristiques qui avaient leur poids dans le monde, qui étaient bien classées sur tous les plans, en termes d'infrastructure, en termes d'accueil, en termes de toutes les conditions et tous les facteurs ou les déterminants d'une destination touristique. Tout cela a été remis en cause. Donc ce qu'on cherche, c'est de maintenir, d'aller vers la pérennisation de ces destinations touristiques-là. Il faut respecter certaines conditions pour éviter la dégradation de l'environnement, pour éviter les perturbations sur l'écosystème global, mais aussi, j'ai insisté, peut-être je ne l'ai pas eu le temps, je veux insister sur un élément, c'est que la durabilité d'une destination touristique ne réside pas dans ces chiffres-là ou cette dimension économique. Cette durabilité doit prendre aussi en considération les aspects culturels, sociaux, mais surtout, comme vient de le dire M. Moulay, les évolutions technologiques. C'est-à-dire le monde, il change, il évolue. Et moi, mon propre questionnement auquel je n'ai pas de réponse, pas parce que je ne veux pas répondre, parce qu'il est difficile de répondre, et le débat actuel dans le monde entier vous dit qu'en est-il de l'existant? Qu'en est-il des investissements colossaux, des grands hôtels qui ont été construits, de ces grandes et belles infrastructures touristiques qui existent? Vous venez me parler aujourd'hui de développement durable, de construction plutôt qui prennent en considération l'environnement en utilisant les ressources. Par exemple, aujourd'hui en France, il y a des projets de construction d'anciennes maisons sur la base, plutôt pas anciennes, traditionnelles, sur la base d'usage de ressources naturelles pour respecter l'écologie. Pourquoi nous, en Kabylie, si vous voulez parler de la wilaya de Tizi Ouzou, on a beau parler de notre patrimoine architecturel, la beauté de nos maisons traditionnelles, qu'on veut préserver. Mais est-ce que moi et vous, on veut revenir à ces maisons-là pour habiter? Non, moi je dirais non, parce qu'on suit l'évolution de la modernité, des technologies et autres. Ce qu'ils proposent d'ailleurs dans le monde, les avancées technologiques, on vous dit on va reconstruire ce genre de maisons qui sont plus respectueuses de l'environnement, mais on va les doter de moyens technologiques. Ça, c'est le débat actuel. Il est difficile de concilier le développement touristique avec la dimension environnementale, écologique, surtout. Merci à vous. Très bien. Merci. Je vous donne la parole. Ah non, il y a M. Bellarou qui doit répondre aussi. Pour réponse courte, je dirais oui, on a des produits qui sont adaptés aux zones rurales. Je vous invite à visiter l'exposition qui est en bas. Maintenant, si on souhaite développer un petit peu, je l'ai expliqué un petit peu ce matin, j'ai dit que nous sommes là pour répondre à un besoin. La zone rurale de Tizi Ouzou est totalement différente de la zone rurale d'Oran, totalement différente de la zone rurale de notre ville, de notre wilaya en Algérie. Donc, moi je ne connais pas Tizi Ouzou. C'est les habitants de Tizi Ouzou, c'est les locaux, c'est les bureaux d'études établis à Tizi Ouzou qui maîtrisent ça. Si le bureau d'études ne connaît pas les spécificités d'une région particulière de sa wilaya, peut s'adresser à l'université qui est le temple du savoir. C'est là, il y a des gens qui travaillent dans le domaine, qui sont spécialisés à l'université, que ce soit l'université de Tizi Ouzou ou autre. Nous sommes là pour répondre à une demande, pour répondre à un besoin. Je peux vous donner un exemple. On a eu affaire à un projet qui était très particulier. Ce n'est pas du tout une zone rurale, hein, c'est un projet totalement différent. Le pont Transrumel de Constantine. C'était une entreprise brésilienne, je crois, qui est venue faire le projet. Le pont se situe à peu près 200 mètres de hauteur, il me semble. Et il s'est avéré que la vitesse du vent, elle est beaucoup plus importante. Plus on monte en hauteur, plus la vitesse du vent est importante. L'entreprise est venue nous voir avec le maître d'ouvrage, je pense que c'était la DTP de Constantine de l'époque. Ils nous ont dit, voilà, on a un problème, les poteaux que vous fabriquez en Algérie, ils sont limités à 90 km/h. Le Transrumel, il nous faut des poteaux 210 qui doivent résister à une vitesse du vent de 210 km/h. On a fait des études, on a fait des notes de calcul, on a proposé des échantillons qui ont été validés par le bureau d'études, par le maître d'ouvrage, par la maîtrise d'œuvre, par ainsi de suite. Et c'est comme ça que nous sommes là pour apporter une réponse à une demande. Mais si vous voulez un poteau classique, produit standard qui existe, oui, il est là, il existe, il est proposé, même avec d'autres options, on en a parlé ce matin,
biodiversité pour protéger l'environnement, ainsi de suite. Entre guillemets, les animaux, les insectes ou la faune de la zone rurale de Tizi Ouzou est différente de la faune de la zone rurale d'Oran. Donc vraiment, le produit, il faut l'adapter en fonction de l'emplacement où il va être utilisé. S'il y a cette spécificité, si c'est un aspect qui est pris en considération par le maître de l'ouvrage ou par la société civile locale de la région ou par le bureau d'études. Maintenant, si ce n'est pas le cas, si c'est un luminaire classique, oui, c'est un luminaire classique qui est totalement disponible chez nous. Voilà. Ah, elle n'a pas répondu à la deuxième question. Ah non. De me rappeler, excusez-moi. Par rapport oui, puisqu'elle est acharnée par rapport aux spécificités de la wilaya Tizi Ouzou. Moi-même, j'avais prévu des diapositives sur ça, mais je me suis dit, en tant que, bon, entre parenthèses, je gère un master intitulé Développement local, tourisme et valorisation du patrimoine. Nous avons une centaine d'étudiants qui ont décrit, présenté toutes les potentialités de la wilaya Tizi Ouzou artisanale, patrimoine. Il y a une description détaillée. Bien sûr, on l'a fait en collaboration avec la direction du tourisme, la direction de la culture, qui sont mis dans les tiroirs. 1. 2, donc ça ne sert à rien de faire une description de la wilaya Tizi Ouzou si on ne passe pas à l'action. Notre objectif, c'est de relancer le tourisme. Qu'est-ce qu'il faut pour lancer le tourisme? Nous connaissons tous que la wilaya Tizi Ouzou, elle est riche en termes d'artisanat, en termes de patrimoine, en termes de savoir-faire, en termes de beauté, de nos montagnes et tout. C'est pour ça que j'avais parlé de stratégies plus complexes, plus difficiles aux zones de montagne pour relancer le tourisme. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, nous avons ici les représentants de la direction du tourisme. Nous travaillons avec eux dans le cadre d'un projet de recherche à l'université sur le tourisme social et solidaire. Les maisons d'hôtes qui caractérisent la wilaya de Tizi Ouzou. Il y a parmi nous, s'ils sont toujours là, des représentants ou des propriétaires de maisons d'hôtes, ici dans la wilaya de Tizi Ouzou, qui essayent de relancer, d'attirer des touristes qui font partie du tourisme de proximité, pour le tourisme de niche, pour aller dans cette destination, pour créer justement une destination durable, pour éviter le surtourisme. On ne peut pas accueillir tant de touristes qu'on le veuille ou pas. On n'est pas encore prêt pour recevoir beaucoup de touristes. Donc en parallèle, pour préparer une destination touristique, nous travaillons sur d'autres formes de tourisme. Et merci. Pour ne pas trop. Merci. Eh ben, je voudrais ajouter un petit mot sur la préoccupation de madame qui parlait de type de marché des produits Belux. D'abord, il faudrait savoir qu'une entreprise qui tient la route pendant 50 années, donc entretient nécessairement et obligatoirement grosses parts dans les études de marché. Mais vous avez raison de souligner ceci parce que, encore une fois, sans vouloir répéter ce qu'a dit M. Belaoui, chaque wilaya, chaque région a ses spécificités. Donc, mais néanmoins, Belux fait cet effort de fournir à chaque région, je dis bien à chaque région, et nous savons tous quelle est la complexité de nos climats et de nos régions. Hein. On peut s'enorgueillir de dire que nous avons des luminaires encore debout depuis 40 ans à Hassimson. Donc déjà, vous imaginez la prouesse qui a été faite dans l'usine de Belux pour mettre au point sur le marché donc des produits de cette qualité-là. Maintenant, il est vrai que les sujets qui naissent à la suite de ce qui se produit dans les universités, hein, donc là, encore une fois, il est préférable de les voir sur notre exposition pour voir quel est l'effort qui a été fait sur la mise en place de produits dédiés à la biodiversité. Et nous savons pertinemment que la wilaya de Tizi Ouzou devra obligatoirement, je dis bien obligatoirement, afin de préserver tout son patrimoine, de disposer de ce type de luminaire, qui, encore une fois, rappelons-le en toute modestie, et sans vouloir critiquer un quelconque opérateur, nous sommes les seuls à disposer de cet équipement-là au niveau du pays. Voilà, je vous remercie. Vous voulez ajouter un petit mot ? Justement, juste puisque le micro est à proximité de moi,
Alors, j'aimerais... Oui, justement, elle va juste attendre 30 secondes. J'aimerais ajouter un mot par rapport à la destination durable, cette durabilité des destinations, et je vais la relier à la question de l'innovation. En fait, c'est vrai que ça pose problème. Le tourisme de masse, il peut détruire, il peut polluer, il peut dégrader les lieux, etc. Mais ceux qui croient à l'innovation savent pertinemment que les problèmes qu'on vit aujourd'hui sont des sources pour l'innovation de demain. C'est-à-dire, des solutions peuvent être trouvées, que ce soit dans un premier temps dans le comportement des gens, c'est-à-dire l'innovation comportementale, c'est-à-dire passer d'un tourisme de masse à un tourisme bien déterminé, plus réduit, ou bien dans les technologies également. Donc voilà, on se pose des questions que si l'innovation ne peut pas apporter des solutions à ce genre de problème. Merci. On lui donne la parole. Encore un petit mot? Comme la régie, si vous pouvez baisser la lumière, comme ça on peut voir la photo. Baissez la lumière, s'il vous plaît. Ouais. Juste un exemple, un peu, j'espère qu'il sera pertinent. Ça, c'est le projet, les sablettes à Mostaganem. Salamandre, pardon, mais les sablettes, salamandre. Non, sablettes, c'est juste après. Non, même le Mostaganem, c'est collé. Il y a les sablettes, l'extension, ce sera les sablettes. Elle dit, c'est la salamandre. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Cet été, il y a eu un concours des villes touristiques, de la destination touristique de l'année 2024, ainsi de suite. Donc là, nous, c'est simple. C'est juste pour faire le parallèle avec la zone rurale, pour vous expliquer comment ça fonctionne pour nous chez Belux. On a été approché par les autorités locales. Là, c'est le Wali qui était à la tête qui pilotait lui-même personnellement le projet. Ils ont fait appel à nous, avec le bureau d'études qui s'occupait de ce chantier, avec l'entreprise aussi qui était en train de faire la réalisation. On a fait plusieurs séances de travail et finalement, on a fait des propositions. On propose. Finalement, c'est toujours le maître d'ouvrage qui retient, avec les spécifications, avec les exigences du bureau d'études. Et ça, quand on a vu sur les télévisions, sur les réseaux sociaux, on avait l'impression qu'ils ont totalement refait la wilaya de Mostaganem. Ils ont juste refait un trottoir. C'est un trottoir. C'est aussi simple que ça même. Oui, ils ont refait juste le trottoir. Le côté gauche, le côté droit partant. Le côté gauche, mais ça sera l'année prochaine ou je ne sais pas quoi. Donc quand vous voyez comment on peut venir incruster un ensemble d'éclairage qui... Là, c'est la photo de nuit, mais si je vous montre la photo de jour, aussi, c'est des appareils qui vont venir s'incruster pour embellir, pour que ça fasse joli, pour que ce soit pas moche. Donc, on lui a donné une forme, un peu exactement une forme esthétique qui a été choisie, qui a été validée. C'est pas le Wali qui a choisi, c'est le bureau d'études, c'est la société civile, il a fait appel aux associations, ainsi de suite. Lui, juste à la fin, il a validé. L'entreprise, nous avons fabriqué, l'entreprise a installé, ainsi de suite. Et c'est comme ça que c'est un travail collégial. C'est pas juste nous, Belux, qui allons proposer le produit qui est adapté à la sablette. Moi, je ne sais pas, je ne connaissais pas la sensibilité. Le choix de la couleur du poteau, c'est les gens qui habitent la sablette, salamandre, pardon, qui ont dit voilà, la couleur c'est un bleu un peu clair parce que ça leur rappelait il y avait à l'intérieur dans la mer, il y avait des maisons sur pilotis. Ils ont choisi la couleur avec laquelle étaient colorés que moi j'ai connu quand j'étais petit. Pour des pêcheurs comme ça, les anciens. Exactement, c'est les gens, c'est les locaux qui ont choisi les couleurs, qui ont choisi la forme, qui ont choisi ça. Donc nous, on ne peut pas proposer, on ne peut pas imposer en tout cas, ça c'est certain. Mais on peut proposer des solutions, on peut proposer des variantes, mais c'est toujours les locaux qui choisissent. Et vous pouvez, là c'est frappant à quel point juste le fait d'aménager juste un trottoir peut donner une image complètement neuve et jeune à toute une ville, toute une wilaya qui est devenue
Oran, c'est la destination phare de l'Ouest pour passer l'été. Eh ben, cet été, c'était Mostaganem, la destination touristique. Tout le monde, les 58 wilayas, venait pour visiter, pour marcher sur ce trottoir. C'était les Champs-Élysées à l'Algérie. Voilà. Merci. Alors, je voulais juste revenir sur ce qu'a commencé à dire notre consoeur. Normalement, vous êtes architecte, n'est-ce pas? Non. Très bien. Donc, l'une des réponses qu'on voit d'ailleurs, qui commence à émerger au niveau des zones rurales, c'est d'ailleurs une réponse individuelle. On voit l'aménagement des maisons d'hôtes qui commence à émerger. Avant, on ne le voyait pas au niveau de la Kabylie, et là, on voit que c'est à des initiatives personnelles. Il y a des personnes qui prennent l'initiative de rénover leur maison kabyle en prenant le soin de la rénover afin de revenir à l'état initial et d'accueillir des familles qui viennent d'un peu partout pour leur faire visiter la région, leur faire goûter la gastronomie locale, et c'est l'une des réponses qui peut être apportée à notre région et qui respecte l'environnement et les spécificités locales. Puisqu'on parlait de réponses à donner, et ça, je ne sais pas si ça a été prévu dans votre pardon? Ça, c'est l'une des innovations comportementales aussi. Ça, c'est l'initiative des autochtones, des habitants. Ils voient que c'est la réponse qu'il faut apporter. Ils ne cherchent pas peut-être automatiquement à faire développer le tourisme, mais peut-être c'est un besoin de survie, de trouver un moyen de survie dans une région rurale. Il n'y a pas peut-être du travail ou un moyen de subvenir à leurs besoins, mais ça fait aussi attirer des touristes, rénover un cadre bâti, respecter l'environnement. Et ça, il faut y aller vers ce genre de solutions qui respectent l'environnement, répond aux besoins des habitants, et voilà. Donc je voulais insister sur ça par rapport à ce qui est en train de se faire avec l'université et les différentes directions. Et il n'y a pas de financement de l'État, il n'y a pas de stratégie, c'est à l'initiative de simples citoyens qui, la plupart du temps, n'ont aucun niveau d'instruction. Voilà. C'est ce que je voulais juste... C'est la culture. Et des fois... Ils ont leur savoir-faire. Ne dites pas qu'ils n'ont rien, ils ont leur savoir-faire. C'est leur... savoir-faire, personne ne peut l'avoir. Voilà, c'est ça. Et des fois, quand on fait des études, et quand on voit les exemples de l'extérieur, on oublie d'analyser la société là où on en est, de voir les traditions, les comportements. Ben, ça doit se faire avec les citoyens. Et oui. Qui est à côté de vous, Madame Smek, elle travaille sur une thèse de doctorat sur le tourisme solidaire, où nous avons recensé, parce que je le dis bien, ça reste dans l'informel, nous avons recensé jusqu'à présent, si je ne me trompe pas, je vais me corriger, 13 maisons d'hôtes au niveau de la wilaya. Oui, ça commence. Il y en a beaucoup d'autres. Ailleurs, il y en a, mais à Tizi-Ouzou, c'est quand même un phénomène nouveau. Ça commence. Oui, on les a invités individuellement lors d'un colloque que nous avons organisé l'année dernière au niveau de l'université sur le tourisme, et ils ont présenté leur expérience, leur volonté et tout. Je tiens juste à préciser, à compléter ce que vous avez dit, une condition
contrainte. Il y a une autre thématique aujourd'hui qui a été soulevée par ces maisons d'hôtes, ces propriétaires de maisons d'hôtes, c'est les éléments de base, infrastructures de base. Ces touristes-là, pour les recevoir, il faut qu'il y ait des routes, il faut qu'il y ait un éclairage, un minimum. C'est pour ça que j'insiste sur le rôle de l'éclairage et de cette entreprise-là dans des collectivités locales, qui doivent encourager ce genre de petits projets en aménageant voilà, et qu'il y ait d'autres intervenants, des entreprises. Mais ça doit commencer par le citoyen local, analyser sa demande, son comportement pour pouvoir aller vers des propositions de ce genre. J'avais dit tout à l'heure, si vous me permettez, qu'une entreprise à elle seule, elle ne peut rien faire, les pouvoirs publics à eux seuls, ils ne peuvent rien faire, et les initiatives là d'innovation sociale qui s'inscrivent dans l'innovation ne peuvent rien faire à elles toutes seules. Parce qu'il y a tout un processus, il y a plusieurs intermédiaires qui sont impliqués. D'ailleurs, ils vous réclament, ils vous disent que nous, on prépare cette destination, cette maison, on prépare l'artisanat, on veut commercialiser des biens, on veut valoriser notre patrimoine, mais en parallèle, il y a des intermédiaires qui en profitent plus que nous. Donc c'est pour ça la problématique du tourisme, c'est un débat qui est vraiment complexe, il y a plusieurs composantes et on ne peut pas tout présenter à la fois. Je vous remercie. Avec les citoyens, avec les habitants, pour que ça marche. Merci. En tous les cas, merci. Passez-lui le micro. Merci. Bonjour, honorable assistante. Merci à nos intervenants, nos invités, nos étudiants. Bon, pour une journée comme celle-là, je trouve que c'est une journée très très bénéfique, mais la question, elle m'est restée posée. Si je comprends bien que le thème d'aujourd'hui, c'est une journée pour la tourification nocturne, c'est difficile à prononcer. Voilà, c'est Madame Khalifa. Voilà, moi j'avais déjà géré une école d'enseignement d'éducation dans le tourisme. Voilà, à Tizi Ouzou, mais actuellement je suis sur une école d'art, une école de musique et d'art à Tizi Ouzou. Bon, moi la question c'est, on sait qu'on vit, moi j'ai toujours vécu dans la ville de Tizi Ouzou, je suis native de Tizi Ouzou, j'ai travaillé à Tizi Ouzou. On sait que Tizi Ouzou c'est une ville qui vit dans la nuit, sauf dans la période du mois de Ramadan et aussi pendant l'été. Notre projet aujourd'hui, j'aimerais bien comprendre, Belux, quel est le projet qui nous présente et avec qui réaliser ce projet pour qu'on puisse rendre nos villes qui vont vivables pendant la nuit, pendant l'hiver. Est-ce qu'on a les infrastructures pour ce genre de vie et quel est le projet et les solutions apportées par Belux? Ce projet sera réalisé avec les autorités locales, avec le citoyen ou avec d'autres? Quelles sont les infrastructures qu'on doit préparer pour qu'on puisse vivre totalement toute la vie d'une manière nocturne, jour et nuit, dans la ville, dans la montagne et dans la mer? Merci. Alors bonsoir, je suis Madame Issadi, je suis enseignante à l'Université Moulay-Maloumi, département d'architecture. Donc j'ai juste quelques questions pour Belux, pour l'entreprise. Donc par rapport à la connectivité de vos appareils, donc je trouve ça innovant, c'est très intéressant. Mais cela ne représente pas un défi sécuritaire en termes de sécurité et de préservation des données? Parce qu'aujourd'hui, on peut se connecter avec nos appareils réglés, etc. Mais c'est un défi sécuritaire pour moi. Donc pour ça,
C'est-à-dire là où nous en sommes, est-ce qu'il y a des solutions? Ou bien on est tranquille, c'est-à-dire voilà, n'importe qui peut aujourd'hui c'est-à-dire accéder à nos appareils. Il y a des hackers, donc pour installer ce genre d'appareil dans des grandes villes, est-ce que cela, c'est-à-dire on voit ça dans les films en général, mais ça reste une réalité, oui, ça peut arriver. Et puis il y a aussi le produit là, bon, c'est des luminaires intelligents par rapport à leur prix. Parce que aujourd'hui déjà pour le renouvellement du parc vieillissant de l'éclairage public, l'État n'arrive pas à faire face. Il y a des routes qui sont même pas, c'est des autoroutes, c'est des routes nationales qui ne sont pas éclairées. Donc j'imagine que le prix, le rapport qualité-prix, je veux dire, c'est-à-dire est-ce que l'Algérie est prête pour ce genre d'appareil? Je veux dire, c'est déjà pour aménager de simples quartiers ou pour renouveler un simple quartier d'éclairage, c'est toute une logistique. Est-ce que vous voulez préciser la question, s'il vous plaît? C'est-à-dire, pouvez-vous préciser la question? Merci. En Algérie, pardon, est-ce qu'on a la possibilité de s'offrir ce genre d'appareil? Voilà. Comment? Par rapport aussi, j'avais une autre question par rapport au cas extrême, parce que, bon, je sais que vous avez 50 ans d'expérience, mais aussi, le monsieur vient de dire que vous avez installé des luminaires dans le désert et que 40 ans après, ils sont debout et qui fonctionnent. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça, voilà, c'est la qualité, c'est la qualité du produit. Mais au jour d'aujourd'hui, avec le changement climatique, l'Algérie fait face à des conditions. Elle fait partie des pays extrêmes. Ils sont exposés aux conditions extrêmes. C'est-à-dire le climat qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas celui qu'on aura dans 20 ans et dans 30 ans. Donc est-ce que, c'est-à-dire, vous faites une étude dans le sens résilience, on va dire, de ces appareils, c'est-à-dire ils vont s'adapter aux cas extrêmes, c'est-à-dire de forte chaleur, des vents forts, etc. C'est-à-dire sur le long terme, parce qu'on n'a pas les moyens de refaire le même parc chaque 20 ans. On est d'accord? Voilà, c'est un peu... c'est des questions que je me pose comme ça. Bon, je ne sais pas, est-ce que voilà, je suis au bon endroit ou pas. C'est tout. Et puis, il y a juste une question, ça c'est personnel. C'est-à-dire, lorsqu'on part en montagne, le défi majeur, c'est le brouillard. Alors, tout le monde déteste le brouillard. Et en montagne, c'est la première cause de mortalité dans les routes. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'ils existent? Bon, ça, je peux le voir peut-être sur votre site internet, etc. Mais juste, j'aimerais savoir s'ils existent, c'est-à-dire des lampadaires comme ça qui... Anti-brouillard, voilà, anti-brouillard. Voilà, merci. Doivent prendre la parole. S'il vous plaît, précisez les questions, précisez-les. Il faut qu'elles soient concises et précises. Sinon, on se perd dans les méandres de la phraséologie et on s'en sort plus. Il marche. D'abord, madame, permettez-moi de vous dire bravo pour la pertinence de vos questions. Je pense que c'était les questions à poser. C'est des sujets très, très importants qu'il convient de porter à la connaissance de tout un chacun. Alors, je vais répondre question par question. Vous avez parlé des produits Belux, la proposition des Belux à propos de la valorisation des espaces. C'est bien ça. Déjà, dès ce matin, nous avons énoncé quelque chose qui reste immuable depuis bientôt une année. La société Belux, compte tenu de son
hein, du recul qu'elle a sur la scène économique, propose à tous les décideurs, et particulièrement aux décideurs, de ne plus avancer toute seule. Elle veut d'abord se faire accompagner par la société civile, parce que en fin de parcours, le produit revient toujours à la société. C'est la société civile qui exploite le. Bon, maintenant, dans cette réflexion, il y a une dynamique, il y a une corrélation qui doit se faire d'un acteur à un autre. Notre présidente de l'Ordre des architectes a soulevé rapidement, elle est passée rapidement, j'aurais aimé qu'elle s'attarde un petit peu sur la question, c'est qu'elle répond, et l'architecte répond à une donnée sociale. C'est l'administration publique qui pose la donnée économique. Est-ce que je vais pouvoir financer telle ou telle chose? Donc, brièvement, pour la question que vous avez posée, on reste, c'est vrai, on reste quelque part le dernier maillon de la chaîne, mais on voudrait qu'on soit associé aux premières discussions. Donc, il y a une maîtrise d'ouvrage, il y a une maîtrise d'œuvre, et ensuite il y a des opérateurs qui interviennent. Voilà. La sécurisation des données, madame, c'est le gros débat et le gros sujet sur lequel planchent, si vous voulez, les plus hautes autorités du pays. Vous avez raison. Vous avez raison. On ne peut pas donner la manipulation ou permettre l'accessibilité de la manipulation de ce type d'éclairage, tout comme d'autres. Il y a des sociétés maintenant qui contrôlent l'eau, il y a des sociétés qui contrôlent l'électricité, le gaz, etc. Vous avez raison de penser, mais la solution existe. Alhamdoulilah, nos décideurs ont compris que nous devons être notre propre fournisseur d'Internet. Et là, un grand effort qui est fait, c'est la réalisation de data centers propres à l'âge. Que notre information ne soit pas obligée d'aller jusqu'aux États-Unis pour revenir ici. Voilà. Donc je sais qu'il y a de grands efforts qui sont faits en ce sens. Et pour les utilisateurs de ces produits, il y a des lignes spécialisées qui, vous et moi, ne pouvons pas atteindre par le biais de nos téléphones respectifs. Les luminaires intelligents, et vous avez parlé de rapport qualité-prix. Je vais vous expliquer, madame. Notre professeur en économie ne me contredira pas qu'il y a une nuance entre le coût et le prix. Ça, c'est la base. Il ne faut pas être trop économiste pour connaître ça. Et vous avez cité l'exemple de Hassim Saoud. Hassim Saoud, il y a 3 mois, avec notre dirigeant, M. Belaoui, nous avons fait la tournée au sud et nos produits sont toujours debout. Et par honnêteté intellectuelle, je vais vous dire, comme les Algériens, Inch'Allah, et par honnêteté intellectuelle, ils ont subi un seul dommage. Ils ont été salis quand on a voulu refaire les routes. Ils ont été salis par le goudron. Mais sinon, dans leur partie supérieure, intacte. Voilà. L'influence de la donnée climatique aussi, très simple. Mais là, je pense que vous avez des dons de prédilection, madame. La semaine passée, il n'y a peut-être une semaine, 10 jours, nous étions dans le centre de recherche de mécanique de Constantine. Le centre de recherche de mécanique font des essais et des recherches sur les matériaux, sur les soudures, sur la qualité des aciers, etc. Et il est évident qu'on ne peut pas se dérober, il n'y a pas question, ça reste un dogme chez Belux, on ne se dérobera jamais devant la qualité de nos produits. Voilà. Maintenant, la réalité a montré que lorsqu'on achète bas prix, ça ne dure pas. Je ne vous citerai pas le nom de cette wilaya
où le directeur technique de l'APC a failli fondre en larmes parce qu'il était pris entre deux feux. Il a réceptionné 2,5 km, madame, d'éclairage public qui s'est éteint en 4 mois. Alors il ne savait plus de quoi dire. Est-ce que je répare et avec quoi? Ou est-ce que je laisse dans l'obscurité? Grand dilemme. Donc vous imaginez un petit peu donc la tracasserie. Maintenant, alors pour votre dernière question, la question des anti-brouillards, il faut pas. Moi je pense qu'avec le génie, je dis bien le génie de notre université, le génie de toute cette jeunesse que vous êtes en train d'encadrer, je ne m'inquiète pas, on pourra trouver de la solution. Je suis convaincu. Hein, tout comme on a trouvé la solution pour d'autres sujets plus différents. Hein, rappelez-vous, beaucoup de gens ont tendance à l'oublier, rappelez-vous, madame, le Covid. Tout le monde avait fermé sa porte. Et on était resté tout seul, et on a trouvé l'alcool, et on a trouvé les masques, on les a fait, et alhamdoulilah, l'Algérie a été préservée. Voilà, je réponds à votre question, madame, j'espère. Pour répondre à la question de notre... Pour la Tizi Ouzou, vivre la nuit, c'est ça? Je vais laisser M. Blabio de répondre à madame. Par contre, juste vous expliquer une chose. Un luminaire LED, c'est un luminaire, la durée de vie, c'est 50 000 heures, ça veut dire 13 ans. Quand on installe un luminaire LED, normalement, il ne bouge pas. Au minimum. Pas 13 ans, 10 ans. Pas 10 ans, 5 ans. Maintenant, on voit des luminaires LED qui sont installés au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 12 mois. Ça y est, commence à clignoter, commence à s'éteindre. La médiocrité nous coûte beaucoup plus cher. Combien de temps on va passer, combien de fois on va intervenir, combien de fois les entreprises communales, combien de camions nacelles il leur faut pour aller intervenir à chaque fois qu'il y a un luminaire qui est éteint, à chaque fois. Les apports technologiques, les nouvelles technologies qu'on a exposées ce matin permettent d'être beaucoup plus efficaces dans ce domaine. Souvent on nous dit nos luminaires sont chers. On dit non, c'est les autres qui sont la c'est des luminaires normalement qui devraient être bannis de l'éclairage public. C'est des luminaires qu'on voit souvent qui sont installés, qui ne sont pas conçus pour être utilisés dans de l'éclairage public, qui sont conçus pour être utilisés dans de l'éclairage secondaire, tertiaire, je ne sais pas, mais pas pour les routes, pas pour éclairer les routes. C'est malheureusement le cas, c'est souvent installé. Les entreprises communales sont totalement dépassées parce que pour intervenir sur tous ces luminaires qui sont défaillés, il nous faut 50 camions en nacelle, alors qu'en général on en a un seul ou deux. Et il faut 50 ingénieurs ou 100 ingénieurs, alors qu'en général on n'en a pas autant. Donc ça c'est pour vous dire, l'histoire du coût du luminaire n'est pas un problème. Ce qui coûte le plus cher, c'est la mauvaise qualité. Et ce qui coûte le plus cher, c'est l'intervention sur les luminaires pour faire de la maintenance, ainsi de suite. Pour répondre à votre question, avant on utilisait des luminaires sodium. C'est une lumière jaune. C'est une lumière qui permet de percer le brouillard. À l'invention de la LED, ce n'était pas possible, mais la technologie évolue. Tous les mois, tous les 6 mois, il y a une nouvelle LED qui sort. Aujourd'hui, les LED, on peut produire de la lumière jaune avec des LED. Donc oui, ça c'est une des solutions. Hein. Voilà. Madame Boulifa, je reviens à elle. C'est vous qui avez posé la question, pourquoi Tizi Ouzou ne vit pas la nuit? Mais vous la posez à qui? Est-ce qu'il y a un projet? Albélux. Voilà. Vivre la nuit, madame. Vivre la nuit est apparu en Algérie, encore une fois, après le Covid. Le Covid, toutes les frontières ont été fermées et on a été obligé de rester chez nous. Disons qu'avant le Covid, on partait en Tunisie, on partait en Europe, on partait en Espagne, chacun en fonction de ses moyens. Mais le Covid, ça y est, tout était verrouillé. Et c'est là où l'Algérien a commencé à sortir. Le mois de janvier, peut-être, on n'a pas trop souffert parce qu'il fallait rester à la maison. Mais l'été, il fallait faire sortir les enfants, il fallait faire sortir la famille. Et là, on a trouvé la suite. On est tous sortis de chez nous et on a découvert notre pays.
Donc, comment transformer ceci en une activité perpétuelle? Moi, je pense que le recul que nous avons, la société Belux, et encore une fois l'expérience et la compétence de notre métier, puisque moi-même je suis architecte, moi je dis qu'il faut faire des présentations. Il faut présenter des solutions aux décideurs locaux. Les PAPC, les WALI, à plus grande échelle, vers le ministère, et faire des expériences. Il y a des expériences pilotes qui peuvent réussir. Maintenant, ce qui ne réussit pas, moi je dis, n'est pas à jeter. Il est à corriger, jusqu'à obtention d'une solution qui sied à tout le monde. Mais je pense que maintenant, je vais prendre les générations qui sont un peu plus jeunes que vous et moi, comprennent, madame. Ils ont cette mobilité sur tous les territoires. On les voit, 16 ans, 17 ans, on les trouve il habite au Rang, il se retrouve à Tarf, il est de Annaba, il se retrouve au sud. Il y a cette mobilité. Moi, je suis encore une fois très très optimiste. Nous allons trouver la solution, et la solution reste avant tout sociale. Quand il y a une expression sociale, moi je c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est une expression, si vous voulez, traditionnelle. Mais maintenant, les nouvelles pratiques sociales sont là, ajoutées au phénomène. On est en train de passer comme ça très superficiellement dessus, c'est la question climatologique. Le changement climatique fait que maintenant nous avons des étés qui durent 6 mois. Hein. Regardez, on est en plein novembre. Habituellement, il y a une dizaine d'années, on avait de la neige ici, au mois de novembre, décembre, avant l'hiver. C'est des choses qui arrivent maintenant, il faut s'adapter. Ah oui, tout à fait d'accord. Et je vais vous dire encore, madame, peut-être juste pour le débat, Tizi Ouzou n'est peut-être pas concerné. Mais le phénomène du changement climatique, nous avons pris la décision d'investir le pays vers les hauts plateaux et le sud. Vous imaginez bien quelles sont les températures diurnes pendant la journée au sud. C'est 40 et plus, madame. La solution pour pouvoir travailler au sud, parce que peut-être vous avez des enfants ou la génération d'architectes qui sont à l'arrière seront peut-être appelés à travailler au sud, et peut-être il faudra trouver des solutions. Et les solutions, il faut travailler la nuit, madame. Et la nuit, il faut de l'éclairage. Il faut éclairer pour permettre aux gens de se déplacer en sécurité, pour pouvoir se mouvoir d'un point à un autre, etc. Et vivre aussi la nuit, sans compter, et je vais vous donner le micro. Merci. Les centres de loisirs qui manquent, c'est tout ça. Quand j'avais parlé tout à l'heure de Belux, il y a un projet qui se prépare dans ce sens, mais avec qui réaliser ce projet? Il y a des investisseurs, on doit les encourager. Il y a aussi la société qui doit aussi accompagner. Tout ça, il faut la pousser, il faut la préparer. Il y a aussi le côté financier. Le citoyen algérien, peut-il dépenser son argent chaque soir dans des endroits, des restaurants? Quelles sont les solutions? Moi, c'était la question. J'ai dit, on vit pendant l'été, oui, parce que le thème aujourd'hui, c'est on revient vers la touristification nocturne toujours, mer et montagne. Moi, je dis, on ne vit que pendant l'été et pendant le mois de carême. Moi, on aimerait bien que ces gens-là puissent décharger leur pression et se décompresser le week-end, le soir, sortir après le travail, ne pas dire qu'il faut tout de suite rentrer chez soi parce qu'on vit dans une ville morte. Et c'est le cas de l'Algérie. Changeons les mentalités, et c'est à Belux aussi de proposer comment faire avancer ces projets, avec qui réaliser ce projet. C'était juste ma question. Merci Madame Beloufa. Khalifa. Voilà. Écoutez, avant de conclure, je dirais que les changements se font au fur et à mesure. C'est des cultures, et on est des êtres là.
je suis professeur Bachir Saadi, vice-recteur à la post-graduation et à la recherche scientifique de l'université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou. Je vous remercie bien sûr la société Belux pour cette initiative d'organiser ces journées à Tizi Ouzou. Je remercie tous les intervenants, ça a été très bénéfique, certainement, pour tous. Maintenant, vous avez donné dans votre action beaucoup d'importance à l'université, vous avez raison, entièrement raison. Moi, je voudrais que, pour que ce lien ne soit pas rompu tout de suite, qu'il se perpétue entre Belux et l'université de Tizi. Moi, je pense à la suite logique de tout ça, c'est une convention entre bien sûr, nos deux institutions. Donc, ça sera du gagnant-gagnant, bien sûr. Le gagnant pour l'université, ce n'est ni l'argent ni autre, mais c'est tout simplement pouvoir leur donner la possibilité à nos étudiants d'être reçus par le Belux. Pourquoi pas faire leur projet là-bas, leur projet de fin d'études, pourquoi pas être recruté un jour, pourquoi pas, etc. Voilà, pour que ça continue entre nous. Voilà. Je vous remercie. Dans la continuité du concept béluxien, que j'appelle moi concept, c'est vraiment un concept. Le Belux suit un mouvement, suit quelque chose, une idée, son idée là. Ils ont signé avec pas mal d'instituts et la convention est prête. On attendait juste le responsable de l'université pour la signature, et voilà. Donc, pour ce qui est de comme je vous ai dit encore une fois, Belux suit l'être humain. Donc, c'est l'être humain qui change. Et Belux change avec l'être humain. Si l'être humain ne change pas, Belux, qu'est-ce qu'il peut faire en tant que fabricant de luminaires ou autre? Il suit, c'est une suite logique. Le cerveau humain bouge, change, évolue. Donc les autres derrière ne peuvent qu'évoluer et bouger. Voilà. En tous les cas, je vous remercie beaucoup. Je suis très contente d'être ici, dans ce haut lieu de la culture de Katabiassi. Et puis j'étais très contente de retrouver beaucoup d'amis de Tizi Ouzou que j'avais perdu de vue. Et je remercie l'université, je remercie le théâtre Katabiassi et son équipe qui ont été extraordinaires. Et puis je remercie tous ceux qui ont participé, qui continuent à participer, parce que c'est vous qui faites l'évolution de Belux. C'est par vos questions, par vos communications, par votre approche, par vos idées. C'est la réflexion qui nous amène à aller au-delà de quoi que ce soit. C'est des concepts et c'est une réflexion, c'est une recherche. Donc Belux ne peut qu'adhérer à tout ça. Voilà, et je vous remercie. Merci beaucoup. S'il vous plaît, une seconde. Et pour les intervenants, on a ramené les attestations de participation et ça serait bien qu'on vous les donne et qu'on fasse une petite photo de groupe. Voilà. Et oui, la photo